Un voleur entre dans une banque, pensant que tout est sous contrôle, mais en une seconde, sa vie change pour toujours. Un tir l'obscurité, et ensuite quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Julian est mort lors de ce braquage, mais ce qu'il a vu de l'autre côté l'a laissé sans voix. Ce n'était pas l'enfer qui l'attendait, ni le vide absolu, c'était quelque chose de bien plus frappant. Ce qu'il a découvert entre la vie et la mort pourrait changer la façon dont tu vois ton propre destin. Reste jusqu'à la fin, car cette histoire te fera remettre en question tout ce que tu crois savoir sur la vie et sur ce qui vient après. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie se terminerait un mardi après-midi, et encore moins que, dans l'instant final, je trouverais la réponse à quelque chose que j'avais toujours cherché, sans même m'en rendre compte. Tout s'est passé en quelques secondes. Un tir, un impact dans la poitrine, une vague de froid me traversant complètement et la certitude absolue qu'il n'y avait pas d'échappatoire. C'était ma fin, mais la chose la plus surprenante ne fut pas la balle, ni la douleur, ni même la mort elle-même. Ce qui était vraiment choquant, c'était ce qui se produisit ensuite, car je ne me suis pas volatilisé dans le néant, je n'ai pas disparu dans l'obscurité. J'étais là, mais d'une manière complètement différente. La première chose que j'ai vue fut mon propre corps allongé sur le sol de la banque. Le sang imprégnait ma chemise, les gens criaient, et les sirènes résonnaient au loin. Le chaos enveloppait tout. Pourtant, j'observais la scène d'en haut, comme si je flottais. J'étais mort et pourtant je restais conscient. C'était une sensation étrange. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni angoisse, juste une paix absolue. Je sentais que mon esprit s'élargissait, comme si je pouvais voir et comprendre des choses qui auparavant me semblaient impossibles. Et puis, quelque chose a changé. L'environnement autour de moi a commencé à s'estomper. Soudain, je n'étais plus dans la banque. Je me trouvais dans un endroit complètement différent. Un lieu que je ne peux pas décrire avec des mots humains. Le sol semblait fait de lumière. L'air avait un parfum sucré, comme si chaque respiration remplissait mon intérieur d'une chaleur indescriptible. Tout autour de moi irradiait une paix que je n'avais jamais connue. Et alors apparut une figure devant moi. Ce n'était pas un humain ordinaire. Sa présence était à la fois imposante et sereine. Il n'émettait pas de mots au sens traditionnel, mais quand il parla, je sentis que sa voix s'imprimait directement dans mon esprit. « Julian, tu sais pourquoi tu es ici ?» Je voulais répondre, mais je ne trouvais pas les mots. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La seule chose que je ressentais était une avalanche d'émotions. Confusion, culpabilité, regret, et en même temps, une étrange sensation de familiarité. La figure tendit sa main et en un instant, toute ma vie se déploya devant moi. Ce n'était pas comme se souvenir. C'était comme si je voyais chaque moment de mon existence d'une perspective complètement nouvelle. Je pouvais sentir chacune de mes décisions, chacun de mes erreurs, mais aussi l'impact qu'elles avaient eu sur les autres. Je vis ma mère pleurer la nuit où j'ai été arrêté pour la première fois. Je n'avais jamais compris le véritable poids de sa douleur jusqu'à ce moment-là. Je ressentis son angoisse, son impuissance, sa peur. Je vis les amis que j'avais trahis, les promesses que j'avais rompues, les opportunités que j'avais laissées passer. Chaque moment, chaque choix apparaissait avec une clarté écrasante. Mais je vis aussi quelque chose qui me prit par surprise. De petits actes de bonté que j'avais oubliés, comme lorsque j'avais donné mon manteau à un homme sans abri par une froide nuit d'hiver, ou lorsque j'avais défendu un camarade de classe contre des coups. Des moments insignifiants sur le coup, mais qui prenaient maintenant un poids énorme. C'était comme si chaque action, si petite soit-elle, laissait une marque indélébile. Chaque choix compte, Julian. Chaque action laisse une empreinte. La voix de la figure résonnait au plus profond de mon être. Il n'y avait pas de colère dans son ton, pas de condamnation, juste de l'amour et de la compréhension. Il ne me jugeait pas, il me montrait la vérité. Je voulais pleurer, mais à cet endroit, les larmes n'existaient pas. Je ne pouvais sentir qu'un désir ardent de corriger mes erreurs, de revenir et de faire les choses différemment. « Est-il trop tard ?» demandai-je avec peur. La figure me regarda avec tendresse
Et pour la première fois, elle sourit. Cela dépend de toi. À cet instant, je sus que quelque chose était sur le point de changer. Je ne comprenais pas tout à fait ce que ces mots signifiaient, mais une étincelle d'espoir commença à s'enflammer en moi. Soudain, le paysage se transforma. Je n'étais plus dans cet endroit lumineux, mais dans un espace infini rempli de couleurs, vibrant comme si elles avaient leur propre vie. Ce n'était ni le ciel ni la terre. C'était un endroit entre les deux. Devant moi apparut ce qui semblait être un portail. À l'intérieur, je vis quelque chose qui me coupa le souffle. Ma vie, non pas comme je l'ai vécue, mais comme elle aurait pu être. C'était comme regarder une version alternative de moi-même, un Julian qui avait pris d'autres décisions, un Julian qui avait choisi un autre chemin. Je me voyais travaillant dans un atelier de mécanique, gagnant la confiance de mon quartier par mon effort et mon honnêteté. Je voyais les jeunes du voisinage apprendre de moi, s'éloigner de la rue, trouver un but dans la vie. Je voyais un foyer modeste, mais plein d'amour. Et alors j'ai compris, toute ma vie, j'avais cru que mes circonstances dictaient mon destin. Mais en réalité, j'avais toujours eu un choix. Je regardais la silhouette avec le cœur serré. Cela aurait pu être ma vie. La silhouette hocha la tête avec sérénité. Tu as toujours eu ce potentiel en toi, mais tu as choisi la peur plutôt que l'amour. Ces mots me frappèrent comme la foudre. Tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'aurais pu être, était là, devant moi. Mais, au lieu de sombrer dans le désespoir, quelque chose en moi s'est enflammé. Un désir de changer, un désir de ne pas gaspiller ce qu'il me restait. Je peux encore faire quelque chose. La silhouette me regarda avec une infinie compassion. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours une seconde chance. Et à ce moment-là, tout commença à s'estomper. Je sentis que j'étais entraîné en arrière, comme si mon corps m'appelait à revenir. La lumière commença à se désagréger, la paix disparut et la douleur revint avec toute son intensité. J'ouvris les yeux brutalement. Le froid du sol du banc me frappa avec brutalité. Le sang trempait ma chemise. Autour de moi, le chaos continuait de régner. Mais quelque chose en moi était différent. Mon esprit n'était pas concentré sur la douleur ni sur la peur, seulement sur une idée claire et puissante. Je suis revenu pour une raison. Le son de la sirène de l'ambulance résonnait comme un écho lointain dans mon esprit. Je ressentais la brûlure dans ma poitrine, la pression des mains des ambulanciers essayant de me maintenir en vie, l'oxygène entrant dans mes poumons avec difficulté. Je savais que mon corps était au bord de l'effondrement, mais ce qui occupait vraiment mon esprit n'était pas la douleur, c'était ce que je venais de vivre. Tout avait été si réel, la lumière, la silhouette, les mots qui résonnaient encore en moi. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours une seconde chance. Je regardais le plafond de l'ambulance, sentant chaque battement comme un rappel que j'étais encore ici. On m'avait donné une chance que beaucoup n'avaient pas, mais que pouvais-je faire avec elle? Les portes de l'ambulance se sont ouvertes brusquement, et les ambulanciers m'ont sorti en vitesse. Des lumières blanches clignotaient au plafond de l'hôpital. Des voix criaient des instructions. Je sentais des mains sur mon corps tentant de me stabiliser. « On est en train de le perdre !» cria une voix. J'ai essayé de rester conscient, mais mon corps sombrait à nouveau dans l'obscurité. Je ne voulais pas partir à nouveau, pas après ce que j'avais vu. Soudain, je ressentis une chaleur familière. Ce n'était pas comme la douleur de ma blessure, ni comme le froid de la salle des urgences. C'était quelque chose de plus, quelque chose qui me rappelait la paix de cet autre endroit. Alors j'ai entendu une voix. « Ce n'est pas encore ton heure, Juliane. » À cet instant, mon cœur a battu plus fort. Des heures passèrent avant que je ne me réveille. Je le savais parce que la lumière qui entrait par la fenêtre était différente. Je n'étais pas dans la salle d'urgence, mais dans une chambre d'hôpital. La sensation dans ma poitrine était lourde, tout mon corps était faible. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était de voir ma mère assise à mes côtés. Son visage était marqué, ses yeux rougis par tant de larmes, mais à peine avait-elle remarqué que j'avais ouvert les yeux. Elle se couvrit la bouche de ses mains, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Maman,
parvins-je à murmurer d'une voix rauque. Elle ne put retenir ses larmes. Elle se pencha vers moi et m'enlaça avec une délicatesse qui contrastait avec la force de ses émotions. « Dieu t'a donné une nouvelle chance, mon fils, ne le permets pas. » Ces mots me traversèrent comme un éclair. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Tout me conduisait au même message. Les heures qui suivirent furent un mélange de réflexion et de lutte interne. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la scène de ma vie qui m'avait été montrée dans cet endroit. Je voyais la vie que j'aurais pu avoir, les décisions qui m'avaient éloigné de ce destin. Je ressentais le besoin de faire quelque chose, de changer, mais la peur était aussi là, guettant dans l'ombre. Parce que changer n'est pas seulement le désirer, changer signifie faire face à tout ce qui a été, et la réalité m'a frappé quand la police est entrée dans ma chambre. 2 agents, l'un d'eux tenant un dossier à la main, me regardaient avec sérieux. Je savais pourquoi ils étaient là. Je ne pouvais pas fuir mes actes. « Nous savons ce que tu as fait. Une enquête est en cours et quand tu te seras rétabli, tu devras répondre devant la justice. » Un frisson parcourut mon corps, mais, au fond, je m'y attendais déjà. Je savais que je ne pouvais pas revenir à ma vie d'avant, que je ne pouvais pas faire comme si rien ne s'était passé. J'avais pris de mauvaises décisions et maintenant, je devais faire face aux conséquences. « Je comprends », répondis-je de la voix la plus ferme que je pus. Les agents parurent surpris, comme s'ils s'attendaient à une autre réaction. Peut-être pensaient-ils que j'allais supplier ou chercher une échappatoire, mais je n'allais pas le faire, pas cette fois. Les jours suivants à l'hôpital furent un mélange de rétablissement et de préparation silencieux. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, et bien que l'avenir soit incertain, quelque chose en moi restait ferme. Je n'allais pas gâcher l'opportunité qui m'était donnée. Lorsque je reçus enfin mon congé, le soleil de l'après-midi frappait ma peau avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je respirais profondément, comme si je goûtais l'air pour la première fois. Je savais que ce qui s'annonçait ne serait pas facile. Je me suis rendu à la justice non pas parce que je voulais purger une peine de prison, mais parce que j'ai compris que je ne pouvais pas reconstruire ma vie sur des mensonges ou en fuyant ce que j'avais fait. Accepter mes erreurs était le premier pas pour devenir la personne que j'avais vue dans cette vision. Le procès fut un processus long. Mon avocat tenta de réduire la peine en apportant des preuves que le tir avait été un acte de défense et que je n'avais jamais blessé personne durant le vol, mais j'avais quand même commis un crime et la loi devait s'appliquer. Je fus condamné à numéro en palabras années de prison. Lorsque j'entendis le verdict, une partie de moi ressentit de la peur, mais une autre partie éprouva de la paix, car je compris quelque chose que je n'avais jamais saisi auparavant. Ma liberté ne dépendait pas d'un lieu physique. Ma liberté dépendait de qui je déciderais d'être à partir de ce moment-là. Et c'est ainsi que commença ma véritable transformation. En prison, j'ai eu le temps de réfléchir, de faire face à mes ombres, mais j'ai aussi eu l'occasion d'adhérer. Je me suis joint à un programme de réhabilitation où je partageais mon histoire avec d'autres détenus, non pas comme une excuse, ni pour me justifier, mais pour montrer qu'il y a toujours une sortie, même dans les moments les plus sombres. Un jour, alors que je parlais avec un groupe de détenus de mon expérience, un jeune homme m'interrompit avec un regard incrédule. « Tu crois vraiment que quelqu'un comme moi peut changer ?» Je vis dans ses yeux la même désespérance que j'avais ressentie pendant tant d'années. Je me penchai vers lui maintenant son regard. « Si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. » Il baissa la tête, comme s'il voulait me croire, mais doutait encore. La clé réside dans le choix. Quel chemin vas-tu emprunter? Je ne savais pas si mes paroles résonnaient dans son cœur, mais je vis quelque chose changer dans son expression et à ce moment-là, je compris que, même si je n'étais qu'une seule personne, mon histoire pouvait faire la différence. Les mois passèrent et chaque jour renforçait mon engagement envers ma nouvelle vie. Je savais que quand je sortirais de cet endroit, je devrais affronter la méfiance de beaucoup, le poids de mon passé, mais je savais aussi que j'avais une mission, prouver que le changement est réel. Finalement, le jour arriva, je sortis sous liberté conditionnelle, après avoir purgé une partie de ma peine. L'air froid me frappa le visage en franchissant la porte de la prison. Je levai les yeux vers le ciel,
et pendant un instant, je me rappelais cet endroit lumineux, la figure qui m'avait parlé, la vision de ce que ma vie aurait pu être. C'était mon moment de le réaliser. Je n'allais pas laisser mon passé définir mon avenir, car je compris que la vie, comme on me l'avait dit ce jour-là, offre toujours une seconde chance. Lorsque je franchis la porte de la prison, l'air froid frappa mon visage avec une intensité qui me rappela ce que c'était d'être en vie. C'était comme si chaque particule d'oxygène entrait dans mes poumons avec un objectif renouvelé. Je regardais vers le ciel et, pendant un instant, je ressentis à nouveau la chaleur de cette lumière, de cette présence qui m'avait montré un autre chemin. Mais ici, dans la réalité, il n'y avait ni lumière céleste, ni message divin flottant dans l'air. Il n'y avait que moi, un homme avec un passé que beaucoup n'oublieraient pas si facilement. Je fis le premier pas hors de la prison et j'atterris devant la seule personne qui ne m'avait jamais abandonné. Ma mère. Ses yeux se remplirent de larmes en me voyant, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'allègement. Elle m'étreignit fortement, comme si elle voulait s'assurer que j'étais vraiment là. « Mon fils, Dieu t'a ramené. Ne perds pas cette opportunité. » Ces mots me firent frissonner. Je savais qu'elle avait souffert plus que quiconque, qu'elle avait passé des nuits sans dormir à se demander à quel moment elle avait perdu son fils, dans un chemin d'ombre. Maintenant, il était temps de lui prouver que j'étais vraiment revenu, pas seulement physiquement, mais aussi en âme et en esprit. Mais le monde ne m'accueillait pas à bras ouverts. Les premiers jours furent durs. La société n'oublie pas facilement, surtout quand on a commis des erreurs comme les miennes. Trouver du travail était presque impossible. Les portes se fermaient dès qu'ils apprenaient mon passé et le regard des gens autour de moi. Autour me rappelait que pour eux, j'étais toujours le même homme qui était entré dans la banque avec une arme à la main. Le rejet était douloureux, mais je n'allais pas abandonner, pas après être revenu avec un but. Finalement, j'ai trouvé un atelier de mécanique dans le quartier, celui où, des années auparavant, j'avais envisagé de travailler avant que la vie ne me pousse sur un autre chemin. Le propriétaire, Don Raoul, un homme âgé avec des mains rugueuses à force de travailler, m'a regardé avec méfiance quand je lui ai demandé une chance. « Pourquoi voudrais-je engager quelqu'un comme toi ?» a-t-il demandé sans détour. Je ne le blâme pas. Moi-même, j'aurais douté de quelqu'un avec mon passé. Parce que j'ai besoin de prouver que je suis quelqu'un de différent, je ne veux pas de carité, je veux travailler, laissez-moi gagner ma place. Il m'a regardé en silence pendant un long moment, comme s'il mesurait la sincérité de mes paroles. Finalement, il a soupiré et a dit « 1 semaine. Si je vois que tu en vaux vraiment la peine, on en reparle. » Cette semaine-là, j'ai travaillé plus dur que je ne l'avais jamais fait de ma vie. J'arrivais avant tout le monde et je partais après tout le monde. J'observais, j'apprenais, j'absorbais chaque petit détail du métier comme si ma vie en dépendait, car, dans un certain sens, c'était le cas. Peu à peu, Don Raoul a commencé à avoir confiance en moi. Il ne parlait pas beaucoup, mais je remarquais son changement d'attitude de petits gestes. Quand il me corrigeait avec patience, quand il me montrait des astuces du métier. Un jour, sans dire un mot, il a laissé un café sur mon bureau de travail. La confiance ne se gagne pas avec des mots, mais avec des actes, et j'étais prêt à le prouver, à chaque action, que je n'étais pas l'homme que j'avais été avant. Mais le véritable défi ne résidait pas dans le travail. Le véritable défi était de regagner la confiance de ma communauté dans le quartier. Les rumeurs circulent vite. Je savais que beaucoup murmuraient dans mon dos, que certains traversaient la rue en me voyant venir, que d'autres ne voulaient tout simplement rien savoir de moi. Je le comprenais, mais il y avait quelqu'un dont le regard me faisait plus de mal que tout autre, mon petit frère, Samuel. Il avait grandi en voyant comment je perdais dans un monde qui ne devait pas être le mien. J'avais été son exemple, son protecteur, et aussi sa plus grande déception. Lorsqu'il m'a vu chez moi pour la première fois, après être sorti de prison, son expression était froide, distante. « Je ne sais pas ce que tu fais ici. Tu ne peux pas revenir comme si de rien n'était. » Son rejet m'a frappé plus fort que n'importe quel coup que j'aurais pu recevoir dans ma vie. Mais je ne voulais rien forcer. Je savais que je devais lui prouver par des actes, pas par des promesses vides.
Alors je l'ai fait. Jour après jour, j'ai continué à travailler, à reconstruire ma vie, pièce par pièce. Je ne m'attendais pas à ce que les gens oublient mon passé, mais j'espérais qu'avec le temps, ils puissent voir l'homme en devenir. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Un après-midi, alors que je terminais mon service à l'atelier, j'ai vu un groupe de jeunes au coin de la rue. C'étaient des gamins du quartier, certains n'ayant pas plus de 17 ans. Je les ai reconnus tout de suite, car je voyais en eux le même feu, la même désespérance avec laquelle j'avais grandi. On pouvait sentir qu'ils étaient au bord d'une mauvaise décision. Je le savais parce que je l'avais vécu. J'ai vu la façon dont ils se regardaient, la manière dont ils murmuraient nerveusement. Je savais exactement ce qu'ils étaient sur le point de faire. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai traversé la rue et je me suis approché d'eux. « Que faites-vous » Le leader du groupe, un garçon mince avec des cicatrices sur les jointures, m'a regardé avec méfiance. « Rien qui te concerne. »« Ça me concerne, ça me concerne. » Ma voix était ferme, sans agressivité, mais avec la certitude de quelqu'un qui sait exactement ce qui est en jeu, parce que je sais où cela mène. J'ai déjà pris ce chemin et crois-moi, ça ne finit pas bien. Il y a eu un silence tendu. Je pouvais voir la lutte dans leurs yeux, le désir de prouver qu'ils étaient forts, mais aussi la peur de l'inconnu. Puis j'ai dit ce que dans mon passé, j'aurais aimé entendre. Si vous pensez que vous n'avez pas d'option, vous vous trompez. Mais si vous voulez changer de cap, vous devez prendre la décision maintenant. Personne ne le fera à votre place. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils réagissent immédiatement, mais quelque chose dans mon histoire les a fait hésiter. Et parfois, le doute est tout ce dont on a besoin pour éviter une erreur irréversible. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi en ressentant que quelque chose en moi se confirmait encore plus. C'était mon but. Et pour la première fois, lorsque mon frère Samuel m'a vu entrer, au lieu de me tourner le dos, il m'a regardé avec moins de ressentiment. Il n'a rien dit, mais son regard en disait long. Je commençais à gagner sa confiance, et avec elle, celle de tous ceux qui m'avaient un jour vu comme un homme perdu. Parce que les secondes chances ne se demandent pas, elles se prouvent. Les jours passaient, et bien que ma vie ait changé, les épreuves continuaient d'arriver. Il ne suffisait pas de travailler et de rester éloigné des erreurs du passé. Si je voulais vraiment me racheter, je devais faire quelque chose de plus grand que simplement survivre. Le quartier voyait encore en moi l'ombre de celui que j'étais, mais peu à peu, quelque chose commença à changer. Certains jeunes commencèrent à s'approcher, non pas avec confiance, mais avec curiosité. Ils voulaient savoir si ce que je disais était vrai, si j'avais vraiment trouvé un chemin différent, ou si c'était juste un autre récit pour éviter de finir derrière les barreaux. L'un des premiers à le faire fut Luis, un garçon de seulement 16 ans. Il avait le même regard que j'avais autrefois lorsque je pensais que le monde était contre moi. Un jour, après avoir terminé mon service à l'atelier, je le vis assis sur le trottoir, jouant avec une pierre, comme s'il cherchait à donner un sens à quelque chose d'invisible sur le sol. Je m'approchai et m'assis à ses côtés. « Ça ne va pas » demandai-je. Lui laissa échapper un soupir et, sans me regarder, dit « Rien, c'est la même chose que d'habitude. » Je savais que la même chose que d'habitude signifiait 1 million de choses. Des problèmes à la maison, la pression de la rue, se sentir invisible ou superflu. Je le savais parce que je l'avais moi aussi ressenti. Tu n'as pas à faire ce que les autres attendent de toi, lui. Il éclata d'un rire sarcastique. Et qu'est-ce que je suis censé faire ? Travailler dans un atelier et attendre que la vie soit juste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sa réponse me fit mal, non pas parce qu'elle m'offensait, mais parce que je comprenais son désespoir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, mais tu ne fonctionnes pas non plus si tu suis le chemin qu'on veut t'imposer. Je l'ai suivi et tu sais où cela m'a mené. Luis resta silencieux. Écoute, je ne peux pas te promettre que tout sera facile si tu décides de changer. Pour moi, ça ne l'a pas été. Mais je peux te garantir une chose, quand tu arrives au bout de l'autre chemin, il n'y a que 2 options, la prison ou la mort. Je ne sais pas si c'était mes mots ou le ton avec lequel je l'ai dit, mais pour la première fois, lui me regarda avec plus que de l'indifférence, il me crut. Ce jour-là,
Il ne me dit pas qu'il allait changer sa vie, mais je le vis sur son visage. J'avais semé un doute dans son esprit, et souvent, ce doute est tout ce qu'il faut pour éviter un drame. Mais aider un jeune n'était pas suffisant. Je devais faire plus. C'est alors que je me suis rendu compte que je devais aller plus loin. Il y en avait beaucoup comme lui, des jeunes qui se sentaient piégés, sans option. Et si j'avais trouvé une sortie, je devais leur montrer le chemin. J'ai décidé de parler à Don Raoul, le propriétaire de l'atelier, et je lui ai proposé quelque chose qui semblait fou, créer un programme d'apprentissage pour des jeunes en difficulté. Au début, il a été sceptique. « Écoute, Juliane, je sais que tu essaies de faire quelque chose de bien, mais ces garçons, soupira-t-il. Comment puis-je être sûr qu'ils ne vont pas en profiter ? Je ne le blâmais pas. Il était difficile de faire confiance à quelqu'un qui avait été de l'autre côté. Mais je n'allais pas abandonner. Laisse-moi essayer. Donne-moi un groupe de 3 ou 4. Si après un mois tu ne vois pas de progrès, on arrête. » Don Raoul m'a regardé pendant un long moment avant d'acquiescer. Un mois, pas un jour de plus, je n'ai pas perdu de temps. J'ai parlé à quelques gars du quartier, notamment à ceux qui étaient sur le point de prendre des décisions dangereuses. Je leur offrais quelque chose de simple, une chance d'apprendre un métier et d'éviter de tomber dans des problèmes. Au début, la plupart le prenaient pour une blague. Moi, réparer des moteurs. Pourquoi ferais-je ça ? Parce qu'avoir les mains occupées te sauve parfois la vie. Peu à peu, j'ai réussi à convaincre certains. Lui, ça a été l'un des premiers à accepter. Il avait besoin de ça plus qu'il ne voulait l'admettre. Le premier mois a été un défi. Certains garçons étaient absents, d'autres arrivaient sans motivation, mais je n'ai pas abandonné. Je savais que personne ne change du jour au lendemain. La clé était la persévérance. Peu à peu, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Les mêmes garçons qui au début voyaient l'atelier comme une perte de temps ont commencé à le prendre au sérieux. Lui, par exemple, a montré qu'il avait du talent avec les moteurs. Le garçon avait des compétences sans le savoir. Un jour, alors que nous travaillions sur une voiture, il m'a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. « Sais-tu quoi, Juliane ? Je n'ai jamais pensé qu'un gars comme moi pouvait faire quelque chose de bien. » Ces mots m'ont fait me souvenir de mon propre parcours. J'ai moi aussi pensé la même chose un jour. Mais les choses n'ont pas été faciles. Le quartier ne change pas du jour au lendemain. Il y avait ceux qui ne voulaient pas nous voir grandir. Certains n'appréciaient pas que les garçons s'éloignent du chemin qu'ils voulaient leur imposer. Un jour, alors que je fermais l'atelier, 2 gars se sont approchés de moi. Je les ai reconnus immédiatement. Ce sont des personnes avec qui j'avais travaillé avant ma transformation. Ils n'étaient pas contents. « Tu te crois un sauveur ?»« Hein ?» dit l'un d'eux avec un sourire tordu. « Mais tu oublies qu'ici, personne ne change. » Je respirais profondément. Je ne voulais pas de problème. Je veux juste donner des options. L'autre gars éclata de rire. « Des options ou la tête ? Ici, il n'y a que 2 options, Juliane. Soit tu es des nôtres, soit tu es notre problème. » Je savais où il voulait en venir. Il me prévenait que si je continuais à sortir les garçons de leur business, les choses se compliqueraient pour moi. Je restais silencieux un moment. Je savais que j'avais 2 chemins, abandonner et laisser la peur dicter ma vie, ou aller de l'avant avec ce en quoi je croyais. J'ai choisi la seconde option. S'ils veulent me faire quelque chose, qu'ils y aillent, mais je ne suis plus cet homme et je ne vais pas m'arrêter. Pendant un instant, je vis le doute sur leur visage. Ils n'étaient pas habitués à ce que quelqu'un leur réponde avec conviction, sans peur. Ils ne dirent rien de plus, s'éloignant avec un dernier regard d'avertissement. Cette nuit-là, je rentrais chez moi le cœur battant. Je savais que je jouais ma vie, mais je savais aussi que si je cédais à la peur, tout ce que j'avais construit s'effondrerait. Je n'avais pas peur d'eux. Non, après avoir vu ce que j'avais vu lorsque j'étais au bord de la mort. Non, après avoir eu une seconde chance. Alors je continuais, et chaque jour qui passait, de plus en plus de jeunes rejoignaient l'atelier. Plus de garçons trouvaient un but, plus de vies s'éloignaient du danger. Ce n'était pas un miracle, ce n'était pas de la chance, c'était un choix, et j'avais choisi de me battre pour quelque chose de plus grand que ma propre survie. L'atelier grandit plus que je ne l'avais jamais imaginé.
Ce qui avait commencé avec quelques garçons cherchant quelque chose de différent s'était transformé en un refuge pour de nombreux jeunes qui, comme moi, avaient l'impression de ne pas avoir d'option. Mais le plus incroyable n'était pas l'atelier en soi, mais les histoires de transformation qui avaient commencé à émerger. Lui, ce gars sceptique qui s'était moqué de l'idée d'apprendre un métier, était devenu l'un des meilleurs mécaniciens de l'endroit. Il n'avait pas seulement maîtrisé l'art de réparer des moteurs, mais il avait aussi commencé à aider d'autres jeunes à trouver leur chemin. Un jour, après avoir fermé l'atelier, il resta avec moi et, à voix basse, dit « Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire quelque chose de bien. Julian, merci de ne pas avoir abandonné avec moi. » Je ne savais pas quoi dire pendant un moment, car en réalité, lui ne savait pas qu'il avait aussi été celui qui m'avait sauvé. Mais tous les jours n'étaient pas bons. Le passé ne disparaît pas si facilement. Certaines personnes continuaient à me regarder avec méfiance. Certains de mes anciens amis n'étaient pas contents de mon changement et tentaient de me faire comprendre que le quartier ne me laisserait pas partir si facilement. Il y a eu une nuit en particulier que je n'oublierai jamais. Je fermais l'atelier quand j'ai vu un groupe d'hommes de l'autre côté de la rue. Je savais qui ils étaient. Des gens avec qui j'avais travaillé autrefois, mais qui me voyaient maintenant comme un traître. L'un d'eux a traversé la rue et s'est approché. « Tu dois arrêter de remplir la tête de ces gamins. Tu ne peux pas changer la façon dont cela fonctionne, Julian. » J'ai gardé mon calme, bien que mon cœur battait à tout rompre. Je n'essaie pas de changer quoi que ce soit. Je leur donne juste une option. L'homme a ri avec mépris. Ici, il n'y a pas d'option, il n'y a qu'un chemin. Il m'a regardé fixement, s'attendant à ce que je baisse la tête, que j'accepte que le destin était déjà écrit pour nous. Mais j'avais déjà été de l'autre côté. Je savais ce que cela signifiait de tout perdre. Alors je l'ai regardé en retour, sans peur, car j'avais choisi un autre chemin, et ils peuvent aussi le faire. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il allait m'attaquer. J'ai vu sa mâchoire se raidir, ses poings se serrer, mais il ne l'a pas fait. Il m'a juste regardé avec un mélange de colère et quelque chose d'autre, du respect, je ne sais pas. Peut-être qu'au fond, il voulait lui aussi une seconde chance. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. La peur n'avait plus de pouvoir sur moi. J'avais changé et personne ne me ferait douter de cela. Le temps a passé et l'impact de l'atelier a commencé à aller plus loin que ce que j'imaginais. Un journaliste local s'est intéressé à ce que nous faisions et a décidé de faire un reportage. Je n'oublierai jamais quand il est arrivé avec sa caméra et son carnet de notes. « Pourquoi fais-tu cela, Julian ?» m'a-t-il demandé. J'ai pensé à toutes les raisons. Au jour où j'ai failli mourir, à la figure de lumière qui m'a montré la vie que j'aurais pu avoir, à la promesse que j'ai faite de ne pas gaspiller ma seconde chance. Mais à la fin, ma réponse était simple. Parce que quelqu'un doit le faire, et c'est pourquoi je sais ce que c'est que de se perdre. Le reportage est devenu viral dans la communauté. Les gens ont commencé à me voir autrement. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une organisation à but non lucratif s'intéresse au projet. Ils m'ont proposé de l'aide pour élargir le programme, l'amener à d'autres quartiers, à d'autres jeunes. Ce qui avait commencé comme une idée dans un atelier mécanique était en train de devenir un mouvement, et, au milieu de tout cela, vint un jour que je n'oublierai jamais. J'ai reçu une invitation pour parler dans un lycée, une occasion de raconter mon histoire à des jeunes qui pourraient être sur le point de prendre de mauvaises décisions. En montant sur scène, j'ai ressenti un nœud dans l'estomac. J'ai regardé les élèves dans les chaises. Certains avaient les bras croisés, d'autres un regard défiant. J'avais été à leur place, j'ai pris une grande respiration et j'ai parlé avec le cœur. Comment j'ai grandi dans un quartier où il semblait n'y avoir aucune option. Comment j'ai pris des décisions qui m'ont conduit à la mort. Comment j'ai vu ma vie sous un autre angle et comment j'ai compris qu'il y a toujours une seconde chance, si tu as le courage de la saisir. Quand j'ai terminé, il y eut un silence, un long et profond silence. Puis, une main s'est levée au fond de la salle. « Penses-tu vraiment qu'une personne comme moi peut changer ?» a demandé un garçon d'une voix à peine audible. J'ai regardé ses yeux et j'ai vu la même peur que j'avais autrefois. J'ai souri avec la plus grande certitude que j'ai jamais ressentie. « Oui,
Si j'ai pu le faire, tu peux aussi. Ce moment a tout changé, pas seulement pour lui, mais aussi pour moi. Les années ont passé, l'atelier a grandi. De plus en plus de jeunes y ont trouvé une sortie, une opportunité. Ce qui avait commencé avec quelques personnes était devenu un projet qui changeait des vies chaque jour. Lorsque j'ouvrais les portes de l'atelier, je me rappelais cette expérience proche de la mort. Je me rappelais la vie que j'aurais pu avoir et l'opportunité qui m'avait été donnée de faire quelque chose de différent. Je n'étais ni un saint ni un héros, juste quelqu'un qui avait décidé de ne pas abandonner, et ça, au final, c'est ce qui a fait la différence. Un jour, en fermant l'atelier, j'ai regardé le ciel et ressenti une immense paix. Je ne savais pas si je reverrais cette lumière, mais je savais que lorsque mon moment viendrait à nouveau, cette fois, j'étais prêt, car j'avais tenu ma promesse. Je n'avais pas gaspillé ma seconde chance. Si cette histoire t'a fait réfléchir, ne pars pas sans donner un « j'aime » et laisser ton avis dans les commentaires. Crois-tu aux secondes chances? J'adorerais te lire. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer d'autres histoires percutantes comme celle-ci. Active la cloche pour recevoir des notifications et être le premier à découvrir ces récits qui nous rappellent que la vie est bien plus que ce que nous pouvons voir. Et si tu souhaites continuer à explorer d'autres histoires qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur la vie et la mort, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Main blanche indiquant vers le haut, nous nous voyons dans la prochaine vidéo.